Salut, c'est Chris Comte. Vous faites peut-être partie des gens qui ont déjà fait une croisière. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais en tout cas, il y a de fortes probabilités pour que tout se soit bien passé, que ce soit une croisière inoubliable, avec peut-être quelques désagréments. Mais croyez-moi que s'il y a eu du mal, c'est à des années-lumière des choses que je vais vous raconter aujourd'hui à travers ces 3 histoires. C'est d'histoires qu'on est allé dégoter sur Internet, différentes sources, et qu'on a traduit de l'anglais au français. Bien sûr, les vrais pseudos ont été gardés, les histoires n'ont pas été dénaturées. On a juste ajouté des voix par-dessus pour plus d'immersion. Et donc au programme, un anniversaire qui dégénère, un mystérieux homme tatoué et l'incarnation de Davy Jones. C'est parti. Cette histoire nous est racontée par Lawrence Davis et remonte précisément au 13 janvier 2012. À l'époque, Lawrence, c'est un homme, et sa femme Andrea sont accros aux croisières. Et ils décident de faire un petit voyage sur la Méditerranée. Et donc, ils partent de Barcelone pour une semaine de vacances, à l'occasion des 60 ans de Lawrence. Les 4 premiers jours se déroulent merveilleusement bien. On profite de toutes les activités possibles. Mais ce fameux 13 janvier 2012, tout va changer. Alors que le couple dîne tranquillement avec des amis, leur paquebot heurte violemment des rochers. C'est pas Titanic, attention. J'entends un énorme fracas et des bruits de raclement. Puis, c'est l'obscurité totale. Je peux entendre des cris, des pleurs, des verres et des bouteilles qui se brisent de partout. Avec ma femme, on se jette alors par terre, on décide de ramper au sol au fur et à mesure que les verres, les lustres, les assiettes, la nourriture et les boissons nous tombent dessus. Mais le couple a dans l'idée de retourner dans leur cabine pour récupérer leur gilet de sauvetage. Sauf que ça semble clairement impossible vu tout le chaos. Et donc, quelques lumières clignotent à droite à gauche et permettent à Lawrence de voir donc que c'est le dawa complet. Tout se casse la tronche, les membres d'équipage essaient de contenir le tout, mais pire, aucune instruction n'est donnée, aucune marche à suivre, rien. Et là, quand je dis que tout se casse la gueule, c'est vraiment le cas, parce que même le bateau commence à pencher. Par exemple, la salle de repas baigne tout simplement dans la débandade et l'hystérie. On arrive enfin à quitter la salle dans le but de rejoindre l'endroit où sont les canots de sauvetage. On fait alors notre maximum pour lutter contre la gravité et pour éviter les objets qui volent partout. Parce que oui, le bateau continue de se renverser. Des portes sortent de leur gonds, des vitres se décrochent et s'écrasent sur d'autres passagers. Et j'entends distinctement des os se briser chez des personnes autour de nous. Le couple alors arrive à atteindre le pont du bateau, et, si on peut appeler ça un peu comme ça, parce que première vision d'horreur, tous les canaux sont pleins. Et donc eux décident d'aller sur ce qui reste du pont inférieur, mais là encore, aucune place. Sauf que le bateau commence à couler et on commence vraiment à craindre pour nos vies. On a froid, nos pieds et nos pantalons sont trempés et on commence à voir des débris flotter tout autour de nous. Et on voit la cheminée du bateau arriver doucement mais sûrement sur notre tronche. Le couple réfléchit rapidement et il se dit qu'il n'y a qu'une solution, se jeter à la mer et prier pour arriver à rejoindre la terre ferme. Bon, je précise quand même qu'on est en plein hiver et qu'il est précisément minuit 10. 2 heures après que le bateau ait percuté les rochers, nous voici donc dans l'eau, glacés, au large de l'île de Giglio, en Italie. Et après de longues minutes de nage, qui ont paru des heures pour eux, le couple arrive sur des rochers. Mais leurs pieds sont déchiquetés et blindés de coupures. En tout cas, ils ont quand même beaucoup de chance parce qu'ils tombent directement sur des sauveteurs après avoir rejoint la terre ferme. Et là, ils seront pris en charge. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, dans ma tête, j'ai perdu mes pieds. Je ne les sens tout simplement plus et je n'arrive même pas à tenir debout. Donc bref, le couple sera hospitalisé pendant plusieurs jours et il s'en sortira miraculeusement et sans séquelles. En tout cas, sans séquelles physiques. Car du côté psychologique, là, c'est une autre paire de manches. Ça fait maintenant plus de 10 ans que c'est arrivé et on ne s'en est toujours pas remis avec ma femme. Pour nous, il y a eu la vie avant cet accident et la vie après. Bon, vous l'aurez peut-être compris tout au long de ce récit, mais le couple était à bord du Costa Concordia, le paquebot qui a donc fait un naufrage le vendredi 13 janvier 2012 à 21h44. C'est un naufrage d'ailleurs qui a causé la mort de plus de 30 personnes et qui en a blessé des centaines, physiquement comme psychologiquement. Et Andrea, la femme de Lawrence, a d'ailleurs écrit un livre sur cette horrible mésaventure, Survival was only the beginning. Et donc du coup, cette histoire est tirée de ce livre. Ce témoignage-là est partagé par Before I Fall, Save Me. Donc avant que je tombe, sauve-moi, qu'on appellera, ici ça va pour que ce soit plus fluide. Et son histoire à elle, elle remonte aux années 2010, alors qu'elle faisait une croisière en Méditerranée avec ses parents. Donc j'étais super heureuse comme une gosse parce que je suis fan d'astronomie et du coup un bateau en pleine mer au milieu de la nuit, c'est vraiment un spot parfait pour observer les étoiles. Mais parlons plus précisément de la nuit qui nous intéresse. Cette nuit-là, Sarah sort discrètement de la cabine familiale pour aller sur le pont principal. Et là, alors minuit passé et il reste quelques personnes dehors. Du coup, elle décide de s'installer sur un transat pour observer le ciel qui est magnifique cette nuit-là. La mer brille, les étoiles scintillent. Voilà, Sarah est aux anges. Elle voit pas le temps passer, mais remarque qu'il y a quand même de moins en moins de lumière sur le pont. Et aussi de moins en moins de personnes. Mais surtout, ce que je remarque à ce moment-là, c'est que
les rares personnes qui sont restées sont parfaitement immobiles. Mais pas immobiles genre assis normal, c'est vraiment comme s'ils étaient pétrifiés. Donc ils sont tous tournés vers le côté gauche du bateau. Et parmi cette foule-là de gens immobiles, elle voit un type qui pointe quelque chose dans l'eau. Là, l'estomac de Sarah se noue d'un coup, sans qu'elle sache pourquoi. Elle approche quand même de la rambarde, elle regarde dans la direction pointée, mais elle ne voit rien du tout. En fait, il n'y a que la mer qui reflète la lumière de la lune, et quelques petites vagues. Bon, elle se dit c'est bizarre, donc elle va se mettre à se concentrer toutes ses forces pour essayer de distinguer quelque chose dans cette obscurité, pour entendre un son. Mais là encore une fois, rien d'anormal. D'un coup, je vois qu'il y a les lumières du bateau qui commencent à s'éteindre, et on se retrouve dans le noir le plus total. Il y a tous mes muscles qui se tendent, je suis complètement figée, comme les autres autour de moi en fait, et j'ai les oreilles qui commencent à bourdonner et je me sens carrément paniquée. En fait, peu à peu, ses yeux s'adaptent à l'obscurité. Elle remarque quand même que les gens sont toujours autour d'elle, donc ça la rassure. Mais bon, elle ne voit toujours rien de spécial, ni là, ni dans l'eau, donc elle décide de rejoindre sa chambre. Mais sur le chemin des escaliers, elle entend un petit clapotis. Mais pas le bruit normal d'une petite vague qui va frapper le bateau, mais plutôt le bruit de quelque chose d'énorme qui vient de bouger. Là, Sarah, terrorisée, se cache alors dans une espèce de brancard à proximité, au lieu de courir à l'intérieur du bateau. Cachée, j'entends encore cette espèce de bruit bizarre et là, je sais pas pourquoi, je me mets à penser à des pirates qui essaieraient de monter sur le bateau. Puis d'un coup, j'entends un espèce de son, genre une griffure, une rayure. C'est dur à décrire et c'est un son qui est de plus en plus fort, un peu comme si quelqu'un escaladait le bateau justement. C'est alors que dans l'obscurité, Sarah voit quelque chose d'encore plus sombre enjamber la rambarde de protection pour monter à bord du bateau. Elle est complètement pétrifiée, elle ferme alors les yeux par réflexe, mais elle continue d'écouter avec attention au cas où cette personne viendrait vers elle. D'un coup, j'entends un bruit lourd tomber sur le pont et le son de quelque chose qui semble être traîné sur le sol. Et après ça, un petit peu comme si quelque chose goûtait en continu. Là, Sarah, elle est submergée par l'adrénaline, elle ouvre alors les yeux et elle aperçoit que quelqu'un n'est qu'à 3-4 mètres d'elle. Et là, ce qu'elle voit ressemble à des sortes de mélanges d'animaux tout droit sortis d'un cauchemar. En tout cas, ça n'a pas l'air humain. Ça avait des sortes de pattes de crustacés, longues et noires, mais aussi des bras épais et charnus, et ça semblait mesurer dans les 2 mètres. Dans ce que j'arrive à discerner, cette chose va d'une personne à l'autre, enroulant ses tentacules autour, et tour à tour, comme s'il cherchait quelque chose. Je suis complètement immobile, et je sens que la bête semble vouloir venir fouiller tout le monde. Et les gens ne bougent pas, ils sont parfaitement immobiles, comme s'ils voyaient rien. Et puis à la fin, la bête, la chose, passe devant Sarah. Sarah constate qu'elle a quelque chose dans les mains, comme une sorte de tas de draps. Bref, elle la voit passer par-dessus la rambarde et refaire ce bruit de rayures contre le bateau avant de refaire des clapotis dans l'eau. Et plus rien. J'ai attendu que le soleil se lève parce que j'étais terrorisée, je n'osais pas sortir de ma cachette. Et là, je vois des gens sur le pont qui semblent se réveiller de leur état tout en s'étirant et qui avaient juste pas l'air de comprendre où ils étaient, vraiment comme s'ils avaient oublié ce qui leur était arrivé. Mais finalement, Sarah trouve des forces pour aller dans sa cabine. Et là, à ce moment-là, elle voit encore ses parents en train de dormir. Sarah s'installe alors dans sa couchette, comme si de rien n'était. Bon, elle essaye de se rendormir, mais elle n'y arrive pas. En tout cas, quelques dizaines de minutes plus tard, elle entend une alarme retentir et les gens se mettent à s'agiter dans le couloir. Je recommence à flipper, je me dis que peut-être il est revenu. Et là, quelqu'un frappe à la porte de notre cabine. Mon père, finalement, se réveille, ouvre, et c'est un concierge complètement paniqué qui est de l'autre côté. Et là, il lui demande alors « Est-ce que vous avez vu un homme d'une 30aine d'années, à la peau et aux cheveux foncés, sur le pont extérieur la nuit dernière ?» Là, son père dit que non, et il lui demande ce qui s'est passé. Là, le concierge lui dit qu'un homme avait disparu et que sa femme l'avait cherché partout, mais en vain. Donc l'équipage a commencé à se dire que l'homme était peut-être tombé, ou pire, qu'il s'était suicidé. Et je réalise que c'était peut-être pas du tout un tas de draps que la créature portait, mais plutôt l'homme en question qui avait peut-être été choisi parmi tous les autres. En tout cas, suite à ça, une enquête a été ouverte par la police sur le bateau et tous les passagers ont été débarqués. On ne sait pas le quai en question du coup, mais leur voyage a clairement été écourté. Donc c'est une mauvaise nouvelle un peu sur le papier, mais Sarah est quand même rassurée parce qu'elle avait vraiment envie de partir de là. Et puis, depuis cette nuit-là, je n'arrive juste plus à dormir. Chaque fois que je m'assoupis, j'entends ce bruit de ces espèces de griffures sur le bateau. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'en a jamais parlé à ses amis, car ils ne la croiraient sans doute pas. Et elle s'est servie d'internet là où elle a publié comme d'un exutoire. Ce que je sais aussi, c'est que je fais beaucoup de rêves qui sont incroyablement réalistes, mais je sais que cette fois, c'était pas un rêve, je sais très bien faire la différence, et j'en suis sûre et certaine. Je n'oublierai jamais les rayures laissées sur le pont que j'ai vues en quittant le navire.
J'ai fait des recherches sur la mythologie méditerranéenne et j'ai découvert des éléments que je trouve assez curieux. Il y en a une en particulier qui a attiré mon attention, c'est la créature qui s'appelle le Carcinus, qui est une sorte de crabe absolument gigantesque qui a aidé l'hydre à combattre Hercule. Mais bon, c'est pas tout à fait ce qu'elle a vu, hein, loin s'en faut, donc elle est pas sûre. En tout cas, elle dit qu'elle continue à chercher en voulant à tout prix une réponse, et elle a refusé de croire qu'elle a halluciné cette nuit-là. Bon, voilà, je découvre un peu l'histoire aussi et je suis un peu étonné. C'est pas le genre d'histoire qu'on a l'habitude de raconter. C'est un peu dur à croire. C'est vrai que du coup, globalement, c'est vrai que c'est quand même des histoires un peu spéciales que je vais raconter quand même, mais là, ça fait un peu trop fantastique peut-être. Ça ressemble à du Cthulhu. Je vous laisse juger par vous-même, me dire du coup à quel point vous la trouvez plausible cette histoire. Enfin bon, passons à la dernière histoire. Cette histoire-là nous est racontée par Mr. Roy, qu'on a décidé de renommer Roy, ça sera plus fluide. Et ça s'est déroulé il y a 4 ans pendant les vacances de Thanksgiving. Roy était alors en croisière avec sa famille, sans qu'on sache précisément où quoi. Et à cette époque, petite précision, mais j'étais mineur. Pendant le séjour, je faisais tout pour être seul. Plus précisément, je faisais tout pour ne pas être avec mes petits frères. Et j'avais trouvé une sorte de refuge sur le terrain de basket du bateau, où je me suis fait des potes. Bref, tout pour passer un séjour parfait, jusqu'à la dernière nuit. Et cette nuit-là, le petit groupe joue au basket une dernière fois tous ensemble, jusqu'au moment où Roy a senti son téléphone vibrer dans sa poche. Mais là, c'est un message d'un numéro inconnu qui disait « Va voir tes grands-parents ». Et vu que Roy partageait une cabine avec eux, il ne s'est pas posé de questions et il a vite quitté le terrain de basket. Je presse le pas, je prends l'ascenseur, mais dans la précipitation, je me plante d'étage, et alors je dois traverser tout le couloir. Alors qu'il arrive à mi-chemin, il voit un homme tatoué, au loin, avancer dans sa direction. Donc là, Roy est un petit peu parano et il se dit que forcément ce mec est louche et il va peut-être l'emmerder. On marche l'un vers l'autre, on se croise et rien. Mais une fois derrière moi, le mec s'arrête et me demande « Avez-vous vu le monsieur qui est sorti de cette pièce ?» Je lui dis que non et on repart chacun de notre côté. Mais Roy sent alors un truc qui cloche et il se retourne dans le doute. Et là, il voit l'homme tatoué qui revient vers lui. Bon, Roy décide de s'arrêter et sous la panique, il lui sort « Ah, je suis vraiment un idiot, ma chambre est de l'autre côté. » Et là, le mec tatoué réplique d'une voix un peu fâchée « Tu mens, ta chambre est à l'avant. Laisse-moi t'emmener chez tes grands-parents. » Le visage de Roy devient alors livide. Il se dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et donc, clairement, c'est hors de question de le suivre. Donc, il tape son meilleur sprint pour s'échapper. Après avoir couru n'importe où, je m'arrête, essoufflé, mais j'entends des bruits de pas derrière moi. Bien évidemment, le mec a réussi à me rattraper et il me chope violemment par le bras. Là, Roy, il explique qu'il est tellement effrayé qu'il n'a même pas arrivé à crier. Bon, il espère juste que quelqu'un sorte de sa chambre à ce moment-là pour le sauver. Mais bon, en même temps, faut se dire, mais on est au milieu de la nuit et il n'y a pas grand monde en vrai. L'homme tatoué l'emmène alors dans une cabine glauque où il n'y a aucun meuble. Mais il y a quand même une femme assise par terre dans la pénombre. Et là, le tatoué dit alors à la femme en question « Mon service est terminé, je vais aller dormir. » Là, la femme, elle acquiesce et puis elle dit à Roy « Ah, je vais bientôt me marier, c'est la dernière fois que je vais m'amuser. » C'est trop pour moi et surtout pour mon corps qui décide de réagir en me faisant vomir tout ce que j'ai dans le bide. Bien évidemment, je gerbe sur la nana en question. Je profite alors du chaos de cette situation pour courir en direction de la cabine de mes grands-parents. Là, ses grands-parents sont réveillés par le fait qu'il rentre, du coup, il fait un gros boucan, quoi, clairement. Et là, il ose même pas dire ce qui s'est passé, il précise juste qu'il est allé jouer au basket avec ses potes, en pleine nuit, du coup, et qu'un agent de sécurité les avait cramés. Là, eux, ils ne posent pas plus de questions et ils se rendorment. Par contre, de mon côté, je passe le reste de la nuit dans la salle de bain complètement paniqué. Et surtout, je commence à cogiter. Comment il avait récupéré mon numéro de téléphone? Comment il savait où était la cabine de mes grands-parents? C'est sûr qu'il m'avait espionné, mais depuis quand? En tout cas, au petit matin, toute la famille de Roy se retrouve dans la salle à manger pour le brunch. Là, Roy, il n'a pas trop dormi, clairement. Il est assez paniqué, il balaye toute la pièce du regard jusqu'à voir dans cette salle le mec tatoué. Et là, le mec tatoué, il est accompagné de sa femme, qu'il a vue cette nuit, mais également de 2 autres personnes, 2 autres types qui n'inspirent pas trop confiance à Roy. Bien évidemment, tout le petit groupe me fixe droit dans les yeux. Du coup, je décide de m'asseoir dos à eux pour pas avoir à affronter leur regard. Finalement, j'ai jamais rien dit à ma famille. J'en ai juste parlé à des potes du bateau avec qui j'ai joué au basket. Et l'un d'eux m'a répondu assez froidement. J'ai été poursuivi par le même mec, mais j'ai réussi à le semer avant qu'il m'attrape. Roy s'est senti un peu moins seul suite à ça, mais il préfère évidemment ne pas penser à comment ça aurait pu se terminer. Bon, en tout cas, suite à cette affaire, le fait de les voir en vrai, là du coup, en plein jour avec le brunch, il ne lui arrive pas grand chose d'autre. Il finit sa croisière et il s'en sort relativement indemne en fait. Si ce n'est que du coup, il est quand même plutôt traumatisé psychologiquement et il refuse de faire d'autres croisières à l'avenir. Donc voilà pour cette 3e histoire, qui a l'air un peu moins fantaisiste, on va dire,
dire que la deuxième, un peu moins Lovecraftienne. Ça pourrait potentiellement arriver si on imaginait quelqu'un qui était un peu détraqué, que du coup avec sa femme il prenait un peu de drogue ou qui voulait terroriser des gamins, c'est possible. Après je trouve que du coup les réactions de Roy n'ont pas l'air très réalistes, mais bon après en même temps il y a tellement de spectres du comportement humain que pourquoi pas dans l'absolu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez justement, je serais d'autant plus intéressé d'avoir vos feedbacks. Je n'ai pas eu la chance comme je vous dis du coup moi de faire 2 croisières, mais c'est vrai que ça me tenterait vraiment, notamment sur l'un des plus gros paquebots du monde. Je crois que c'est des Harmony of the Sea ou des trucs comme ça, ils peuvent héberger 3000, 5000 personnes, c'est une ville quoi le truc, ça doit être abusé. J'en ferai à l'occasion, peut-être je ferai une vidéo et j'en parlerai sur mon Instagram, @LChrisComte. En attendant, vous pouvez aller le suivre parce qu'il y a plein d'autres choses dont je parle, notamment les avancées de mon roman, plein d'anecdotes sur ça, les petits off derrière la chaîne. Bref, vous avez juste à cliquer sur le lien là en description et ça vous y rend tout de suite. Voilà, nous on se dit à très bientôt, bye.